Une dette américaine intarissable et les reconnaissances de dette des peuples asiatiques. Dans les années 1980, l'émission en grande quantité de bons du trésor américain, assortis d'intérêts élevés, attira une foule d'investisseurs individuels et d'établissements non bancaires, ainsi que des banques centrales étrangères. Il y eut peu de création de nouveaux dollars à cette époque-là car le pays utilisait ceux qui étaient versés en échange des obligations émises. Dans les années 1990, en raison de la défaite des principales devises compétitives, les obligations libellées en dollars étaient toujours recherchées. En raison de la dévaluation générale des devises des pays du tiers-monde, les prix à l'importation des marchandises courantes paraissaient extraordinairement bas, et les États-Unis connurent, pendant un temps, une forte croissance et une faible inflation. Depuis 2001, les formidables dépenses pour mener la guerre contre la terreur et l'expiration successive d'un grand nombre d'obligations d'État de diverses maturités émises dans les années 1980, ainsi que le paiement croissant des intérêts, ont forcé les États-Unis à émettre davantage de bons du trésor pour remplacer ceux arrivés à échéance. Entre 1913 et 2001, les États-Unis ont accumulé près de 6 000 milliards de dollars de bons du trésor. Mais entre 2001 et 2006, en seulement 5 ans, les États-Unis ont accru de près de 3 000 milliards de dollars la quantité de bons du trésor. Ils avaient déjà atteint la somme cumulée de 8 600 milliards de dollars et augmenté au rythme de 2,25 milliards de dollars par jour. Le paiement des intérêts de la dette du gouvernement fédéral des États-Unis se classe au 3e rang des dépenses gouvernementales, derrière celle de la santé et de la défense nationale, somme annuelle qui atteint 400 milliards de dollars et monopolise 17% des recettes financières. Entre 1982 et 1992, l'émission de la devise américaine était encore dans un état de croissance modérée, avec une augmentation annuelle de 8%. Mais de 1992 à 2002, l'émission monétaire américaine a emprunté une voie express atteignant 12%. À partir de 2002, en raison de la guerre contre la terreur et des besoins de stimulation de l'économie qui étaient au bord de la récession, et alors que le taux d'intérêt était proche du point le plus bas de l'après-guerre, l'émission monétaire américaine a atteint une vitesse stupéfiante de 15%. En fait, si l'on regarde la courbe de l'émission des obligations d'État américaines, tout semblait déjà inéluctable. Dans l'histoire de l'humanité, aucun pays n'a mis aussi gravement son futur à découvert que les États-Unis. Ils ne se sont pas contentés d'engager la richesse future de leur peuple, mais également celle des peuples des autres pays. Toute personne qui connaît l'investissement en bourse peut facilement prévoir le résultat de l'inclination d'une telle courbe. Après les attentats du 11 septembre 2001, dans le but de sauver les marchés boursiers et obligataires, Alan Greenspan a rapidement réduit les taux de 6% à 1% sans tenir compte des conséquences, ce qui conduisit à la flambée du crédit américain et permit au dollar d'inonder le monde entier. Il devenait clair que le dollar n'était qu'un bout de papier imprimé sur fond vert. Partout dans le monde, les détenteurs du dollar se sont précipités presque tous en même temps sur l'immobilier, le pétrole, l'or, l'argent et les produits de base. Il en résulta que le baril a grimpé de 22 à 60 dollars et les cours de l'or, de l'argent, du platine, du nickel, du cuivre, du zinc, du plomb, du soja, du sucre, du café et du cacao ont progressé de 120 à 300% par rapport au cours de 2002. Mais les économistes jurent encore aujourd'hui que l'inflation n'était que de 1 à 2%, ce qui rappelle le dicton de Mark Twain. Il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Plus inquiétant encore, le montant total des obligations des États-Unis a atteint la somme gigantesque de 44 000 milliards de dollars, incluant les obligations fédérales, les obligations des États et les obligations locales, la dette internationale et la dette privée. Réparties entre chaque Américain, ces dettes s'élevaient à près de 150 000 dollars par personne, une famille de 4 personnes étant débitrice sur le papier de près de 600 000 dollars. Quant à la dette privée, le plus impressionnant était le nombre faramineux de prêts hypothécaires et le montant total des crédits immobiliers et autres crédits à la consommation. Si l'on calcule prudemment le taux d'intérêt à 5%, il faudrait payer chaque année la somme totale de 2200 milliards de dollars d'intérêt sur une dette de 44 000 milliards de dollars, soit presque la recette annuelle totale du gouvernement fédéral des États-Unis. Près de 70% de cette dette a été créée après 1990. Les États-Unis sont actuellement dans l'impasse pour lancer une guerre de taux d'intérêt élevés comme au début des années 1980 et prendre ainsi en otage les pays du tiers-monde. Étant eux-mêmes déjà lourdement endettés, toute politique de taux d'intérêt élevé équivaudrait à un suicide économique.
La monétisation de la dette et le super-amplificateur de certaines réserves ont sévèrement mis à découvert la richesse future du peuple américain. En 2006, le montant total de l'impôt sur le revenu versé par les Américains n'est pas resté longtemps dans les caisses du gouvernement fédéral et a été immédiatement transféré dans le système bancaire pour payer les intérêts sur les obligations libellées en dollars. Pas un seul dollar de l'impôt sur le revenu n'a été utilisé pour les dépenses du gouvernement. Les dépenses d'éducation de toutes les régions ne pouvaient compter que sur les recettes de la taxe foncière locale. Les dépenses de construction et d'entretien des routes n'étaient couvertes que par les taxes sur l'essence. Les dépenses de la guerre furent imposées sur la société américaine. En d'autres termes, les impôts des 300 millions d'États-Uniens sont indirectement perçus par les banquiers depuis des décennies et doivent être exploités continuellement d'année en année. Le problème est que le gouvernement américain n'a pas l'intention de rembourser les obligations d'État. Le gouvernement américain a toujours émis de nouvelles obligations pour rembourser celles arrivées à échéance. La Banque de la Réserve fédérale de Philadelphie souligne. Un nombre élevé et croissant d'analystes considèrent désormais la dette nationale comme quelque chose d'utile, voire une véritable bénédiction. Dans la nouvelle économie, un déficit fédéral accroissant la dette est souvent considéré comme étant souhaitable, non seulement pour encourager le redressement après une récession, mais pour stimuler également la croissance économique. C'est vrai si l'on pense pouvoir mener une vie luxueuse en comptant sur le crédit et l'endettement perpétuel sans jamais devoir rembourser cet argent. Cette vision des choses, qui ressemble à un mouvement perpétuel économique, est maintenant très populaire aux États-Unis. Les économistes qui considèrent que l'on peut vivre agréablement en s'appuyant sur des dettes croissantes ne se distinguent pas sur le fond de ceux qui disent qu'un pays peut s'enrichir simplement en créant de la monnaie. Ces esprits fins ont pourtant accusé l'épargne excédentaire des pays d'Asie ou d'autres régions d'être à l'origine du déséquilibre de la structure économique mondiale. Cette façon de donner des leçons alors qu'on profite de la situation trahit la dégénérescence choquante de leur moralité. Comment peut-on parler d'épargne excédentaire des pays asiatiques ? Existe-t-il seulement des épargnes excédentaires ? En achetant des bons du Trésor américain, l'épargne qu'ils avaient durement accumulée depuis des décennies a été absorbée dans la grande expérience du mouvement perpétuel économique et ce avec une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La demande de bons du Trésor US de la part des économies asiatiques orientées vers l'exportation fait penser au drogué qui ne peut s'empêcher de prendre des produits nocifs pour sa santé. Et les États-Unis, comme les dealers, sont bien heureux de donner une reconnaissance de dette au peuple asiatique sous forme d'obligations d'État qui n'auront pas besoin d'être remboursées. Un jour ou l'autre, les pays asiatiques se rendront compte que pour un simple retour nominal de 5% des obligations d'État, le risque réel encouru par une forte dévaluation irréparable des actifs libellés en dollars est un investissement non rentable. L'ancien ministre des Finances américain, Lawrence Summers, avait déclaré que si la Chine arrêtait d'acheter une certaine quantité moyenne de milliards de dollars d'obligations américaines par semaine, l'économie américaine se retrouverait en grande difficulté, mais la Chine le serait également si ses exportations vers les États-Unis baissaient. En fait, les deux parties sont prises au piège dans un état d'équilibre de la terreur financière. Le monopole des produits financiers dérivés. Les intérêts composés sur la dette américaine représentent une somme annuelle d'au moins 2000 milliards de dollars. Il nécessite de fait une création monétaire correspondante, suffisante pour provoquer une inflation importante. Mais, chose étrange, l'inflation aux États-Unis ne semble pas se produire. Comment les banquiers internationaux accomplissent-ils leur tour de magie ? L'astuce est d'avoir un endroit pour absorber la grande quantité de monnaie supplémentaire émise, induisant l'inflation du marché des produits financiers dérivés de cette dernière décennie. Il y a 20 ans, le montant de la valeur nominale des produits financiers dérivés était proche de zéro. En 2006, la dimension totale de ce marché avait atteint 370 000 milliards de dollars, équivalent à plus de 8 fois le PIB mondial. La rapidité de sa croissance et son ampleur dépassent l'imagination. Mais quelle est la nature des produits financiers dérivés ? Ils sont comme le dollar, ce sont des dettes. Des paquets de dettes, des conteneurs, des entrepôts, un Himalaya de dettes. Ces dettes sont considérées comme des actifs et inondent les portefeuilles des fonds spéculatifs. Ces dettes entrent même dans les comptes des compagnies d'assurance et des fonds de pension dans la colonne actifs. Ces dettes sont échangées, rallongées, compressées, étirées, enroulées, inondées et desséchées. C'est un festin de dettes et aussi un gigantesque casino. Derrière ces formules mathématiques complexes, il existe de nombreuses options. Chaque contrat est un pari, et chaque pari connaîtra des gagnants et des perdants. Comme il s'agit d'un pari sur des centaines de milliards de dollars, ce casino doit avoir des banquiers pour joueurs. Qui sont-ils ?
Les 5 plus grandes banques des États-Unis, qui ne sont pas seulement des acteurs de poids, mais qui accaparent également des monopoles. Le Trésor américain montre dans son rapport du second trimestre 2006 sur les marchés des instruments dérivés des banques commerciales que 97% du total des instruments dérivés de 902 banques étaient possédés par les 5 plus grandes banques des États-Unis, JP Morgan Chase et Citigroup, représentant à elles deux 94% de leurs revenus. Parmi toutes les catégories des instruments financiers dérivés des banques, les instruments sur les taux d'intérêt représentaient 83%, soit une valeur totale de 98 700 milliards de dollars US. Parmi ces instruments, la couverture sur taux d'intérêt, Interest Rate Swap, prédomine. À une échéance prédéterminée, elle permet d'échanger les flux de trésorerie à taux d'intérêt variable contre des flux de trésorerie à taux d'intérêt fixe, dont la transaction n'implique pas le principal, entre parenthèses le capital initial. Son objectif essentiel est de stimuler l'opération d'obligations à taux fixe à long terme à moindre coût. Les deux entreprises semi-publiques, entre parenthèses Government Sponsored Enterprise ou GSE, qui utilisent le plus cet outil sont Freddie Mac et Fannie Mae, les deux gérants nord-américains du crédit hypothécaire. Ces deux énormes entreprises de la finance utilisent l'émission d'obligations pour financer les prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans, complétés par des Interest Rate Swaps, afin de se couvrir contre un risque futur de fluctuation des taux d'intérêt. Parmi 98 700 milliards de dollars d'instruments dérivés sur taux d'intérêt, JP Morgan Chase arrive en tête avec 74 000 milliards. Dans le secteur financier, utiliser un effet de levier de 10 pour 1 pour faire des investissements est déjà très risqué. Mais utiliser un effet de levier de 100 pour 1 est carrément suicidaire. Le célèbre fonds de couverture des années 1990, Long Term Capital Management, dirigé par deux prix Nobel d'économie, créa le modèle mathématique de couverture de risque le plus sophistiqué du monde, utilisant le matériel informatique le plus avancé. Et utiliser cet effet de levier ferait tout perdre à la moindre faute d'attention et pourrait pratiquement provoquer l'effondrement de l'ensemble du système financier mondial. L'effet de levier des instruments dérivés sur intérêt de JP Morgan Chase, considéré comme la première au monde, atteignit 626 pour 1. Quelle boule de cristal permettait à JP Morgan Chase de prendre des risques incroyables avec un tel courage pour prévoir les fluctuations des taux d'intérêt que seul Greenspan et la Fed connaissaient? Il n'y a qu'une seule réponse raisonnable. La banque JP Morgan Chase est elle-même l'un des plus gros actionnaires de la Banque de réserve fédérale de New York, qui est elle-même une société privée à part entière. JP Morgan Chase peut non seulement obtenir avant les autres les informations sur la fluctuation des taux d'intérêt, mais elle est en outre l'un des décideurs directs de ces changements. Tandis que le comité de la Fed à Washington n'est que l'organe exécutif, alors que le monde pense que les fluctuations des taux d'intérêt sont votées par la Fed lors de réunions régulières. Bien sûr, le processus de vote est réel, mais le personnel habilité à voter est choisi dès le début par les banquiers. C'est pourquoi la banque JP Morgan Chase place des paris qu'elle est sûre de gagner. C'est comme si JP Morgan Chase contrôlait artificiellement la pluie et qu'elle vendait par ailleurs des assurances contre les inondations. Elle sait évidemment quand les inondations se produisent et même dans quelle région. Einstein a dit un jour « Dieu ne joue pas au dé ». JP Morgan Chase, tout en jouant au commerce monopolistique des instruments financiers dérivés, ne joue pas non plus au dé. Dans le sillage de la croissance explosive de la taille du marché des instruments financiers dérivés, la réglementation gouvernementale s'est laissée distancer. Un grand nombre de contrats dérivés furent vendus en dehors du marché officiel de gré à gré. Dans le système comptable, il était difficile de faire l'analogie entre les négociations des transactions commerciales classiques et les produits dérivés, sans parler du calcul des impôts et la comptabilisation des actifs et passifs. En raison de l'ampleur de l'effet de levier, les risques étaient difficiles à contrôler et la réglementation gouvernementale inconsistante. Les marchés financiers étaient assis sur une bombe à retardement. C'est vraiment en raison de l'épanouissement du marché spéculatif que ce dernier absorba les chiffres énormes créés par le paiement des intérêts de la dette américaine. Tant que l'énorme quantité de dollars émis, s'ajoutant aux dollars rapatriés depuis l'étranger, est contrainte d'entrer dans ce marché à rotation à grande vitesse et ne fuit pas trop vers d'autres marchés, l'indice de mesure de l'inflation restera miraculeusement sous contrôle. Mais quand le marché des dérivés financiers s'effondrera, nous connaîtrons la pire crise financière et économique mondiale. Les GSE, une deuxième réserve fédérale.
GSE Risk, Federal Reserve Bank of St. Louis, Review entre mars et avril 2005. Comprendre les risques encourus par Fannie Mae et Freddie Mac est important selon deux optiques. D'abord, les investisseurs devraient avoir conscience de ces risques. Bien que de nombreux investisseurs supposent que les obligations de FF sont effectivement garanties par le gouvernement des États-Unis, le fait est que cette garantie est seulement implicite. Une deuxième raison de comprendre ces risques est que les bonnes décisions de politique publique dépendent d'une telle compréhension. Pour réduire le potentiel d'une crise financière, les risques doivent être atténués. Fannie Mae et Freddie Mac encourent 5 sources principales de risques liés à leur activité. Le risque de crédit, le risque de remboursement anticipé, le risque de taux d'intérêt lié à une durée déséquilibrée entre les actifs et les passifs, le risque de liquidité et le risque opérationnel. Un sixième risque, que l'on appelle le risque politique, est lié à la possibilité de révisions régulatrices ou statutaires qui pourraient affecter grandement ceux qui détiennent la dette ou les actions de ces entreprises. Parmi les GSE, les deux plus grandes entreprises qui opèrent sous licence du gouvernement sont les entreprises de crédit immobilier Fannie Mae et Freddie Mac. Ces deux sociétés se chargent de développer le marché de revente des crédits immobiliers. Les obligations adossées aux hypothèques qu'elles émettent, les MBS, entre parenthèses Mortgage Backed Securities, atteignent un total de 4 000 milliards de dollars. En fait, la majeure partie des 7 000 milliards de dollars de crédits immobiliers accordés par le système bancaire américain a été transmise à ces deux entreprises. Ces entreprises ont transformé en obligations MBS les hypothèques liées à ces crédits immobiliers qui étaient ensuite revendus à des banques d'investissement de Wall Street et à des banques centrales asiatiques. Il existe un écart entre tous les MBS émises et les crédits immobiliers achetés aux banques, constituant une source de profit pour les deux sociétés. Selon les statistiques de 2006, 60% des banques nord-américaines détenaient des fonds obligataires de ces deux entreprises, dépassant au total plus de 50% du capital de ces banques. En tant que société cotée, FNF sont des entreprises à but lucratif et détenir des crédits hypothécaires est, pour elles, une activité des plus rentables. Les taux d'intérêt étant variables, elles assument elles-mêmes les risques de crédit et de remboursement anticipé des hypothèques. Lorsqu'en 2002, la Fed démarra le long processus de relèvement des taux d'intérêt, FNF commencèrent à détenir directement un grand nombre de prêts hypothécaires immobiliers, représentant à la fin de l'année 2003 la somme de 1500 milliards de dollars. Assumant la responsabilité d'obligations si énormes, les institutions financières évitent soigneusement les risques et leur stratégie la plus importante est de faire coïncider la durée des actifs et des passifs sur leur bilan, faute de quoi le risque lié à la fluctuation des taux d'intérêt serait difficile à contrôler. Il faut éviter d'avoir à soutenir une dette à long terme pour des financements à court terme. La méthode traditionnelle consiste à émettre des obligations remboursables avant échéance, permettant de synchroniser la durée des actifs et passifs et de verrouiller en même temps le différentiel entre le taux d'intérêt. On évite ainsi les fluctuations de taux et le remboursement anticipé des prêts hypothécaires. Cependant, en réalité, ces deux entreprises émettent surtout des obligations à long terme à taux fixe et des billets d'escompte à court terme pour se financer. Leurs financements à court terme doivent lever chaque semaine 30 milliards de dollars, ce qui les place dans une situation à haut risque. Afin d'éviter le risque de fluctuation des intérêts, FNF doivent adopter des stratégies de couverture complexes, jonglant avec leur endettement et des instruments financiers dérivés liés à taux d'intérêt, entre parenthèses les interest rate swaps, afin de produire une dette à court terme à taux fixe et assurer leur flux de trésorerie futur. Elles doivent également se protéger contre le risque lié au remboursement anticipé des prêts hypothécaires. Pour ce faire, elles disposent d'un autre instrument qui est l'option de swap de taux d'intérêt, les swaptions. En outre, elles utilisent aussi la stratégie de la couverture dynamique imparfaite, entre parenthèses imperfect dynamic hedging, pour gérer le risque lié au taux d'intérêt qui est avantageuse en termes financiers lorsque la volatilité des taux est modérée. Tout semblait inattaquable, les coûts étaient faibles, tout était parfait. Avec une forte volonté de rechercher du profit et sous la combinaison des divers investissements de FNF, les deux sociétés gagnaient beaucoup d'argent sur les obligations MBS qu'elles émettaient elles-mêmes. À entendre cela, cela ne semble pas rationnel. Car quel sens y a-t-il à émettre ses propres obligations à court terme et à acheter ses propres obligations à long terme ?
Les choses étranges suivent leur propre logique. Fannie Mae et Freddie Mac étaient des GSE ayant le monopole du marché de revente des prêts immobiliers assortis d'une garantie indirecte du gouvernement. Par garantie indirecte, on entend que le gouvernement fournissait à ces deux GSE une certaine quantité de crédits pouvant être utilisés dans des cas d'urgence. En outre, la Fed pouvait accorder des réductions à Fannie Mae et Freddie Mac sur les obligations, signifiant par là que la banque centrale pouvait monétiser directement les obligations. En près d'un demi-siècle, mis à part la dette d'État américaine, il n'y avait aucune entreprise dont les obligations étaient ainsi privilégiées. Lorsque le marché s'aperçut que détenir leurs obligations équivalait quasiment à détenir des dollars en espèces, leur crédibilité passa juste après la dette d'État américaine. C'est pourquoi les intérêts de toutes leurs obligations à court terme étaient à peine supérieurs aux obligations nationales. Compte tenu de l'existence d'une source de financement bon marché, en achetant ses propres obligations à long terme, il y avait encore de la place pour l'arbitrage. Il n'est pas exagéré de dire que les obligations de ces deux GSE exerçaient dans une certaine mesure la fonction d'obligation du Trésor. Elles étaient réellement devenues une seconde réserve fédérale, fournissant au système bancaire américain beaucoup de liquidités, notamment lorsqu'il est inopportun de se manifester auprès du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, après les 17 hausses consécutives de taux opérées par la Fed, le marché financier était toujours inondé de liquidités. Celles qui avaient été aspirées par la Fed passèrent de nouveau par les crédits immobiliers des GSE et se retournèrent sur les marchés financiers. Cette situation fait songer au film chinois La guerre des tunnels, dans lequel les agresseurs japonais ne cessent de pomper l'eau d'un puits avant de le verser dans le tunnel d'un village où se cachent les habitants. Mais ils ne parviennent jamais à l'inonder car les combattants chinois reversent toute l'eau dans le puits par un passage souterrain, donnant l'impression aux agresseurs que ce tunnel est sans fin et qu'il ne pourra jamais être comblé. Les GSE achetaient l'arbitrage des MBS pour les obligations à court terme. Ajoutez à cela, les banquiers internationaux proposaient des financements à très faible coût à partir du marché du yen, puis, avec un effet de levier puissant, achetaient les options de la dette américaine, créant artificiellement des obligations américaines à long terme, entre parenthèses, obligations d'État et MBS à 30 ans, réduisant ainsi le rendement à long terme. Dans ce contexte, les inquiétudes du marché concernant l'inflation à long terme semblaient dénuées de fondement. Les investisseurs étrangers hésitèrent un instant, puis retournèrent sur le marché des obligations à long terme américaines, de sorte que les économies d'autres pays puissent financer encore le test de mouvement perpétuel de l'économie et que les gens aient toujours envie de poursuivre la fête. Lorsque les GSE continuaient à fournir de l'alcool pour les festivités du carnaval, leur propre capital chuta involontairement à un niveau de danger extrême de 3,5%. Sous le fardeau d'une dette qui se chiffrait en milliers de milliards de dollars, et avec la sévère agitation sur les marchés internationaux des taux d'intérêt, le montant de leur capital devint si faible qu'il empêcha Greenspan de dormir. Cela rappelle le fonds Long Term Capital Management qui avait le modèle de couverture des risques le plus complet et le plus sophistiqué. Pourtant, la crise de la dette russe allait ruiner ce fonds spéculatif qui fut recapitalisé à hauteur de 3,6 milliards de dollars en 1998 sous la supervision de Greenspan. Alors, la stratégie de couverture de FF, reposant très lourdement sur des instruments financiers complexes, pouvait-elle résister à des événements imprévus ? La faiblesse des GSE provenait de graves lacunes dans la prévention des changements soudains des taux d'intérêt à court terme. Le président de la Banque de réserve fédérale de Saint-Louis, William Poole, s'inquiétait de leur capacité de résistance aux chocs d'intérêt. En s'appuyant sur les statistiques de la fluctuation du cours au jour le jour des bons du Trésor sur 25 ans, voici ce qu'il exposa. La première chose à noter dans ces chiffres est la fréquence de changements importants. Dans cet exemple, la variation des cours du bon du Trésor dans 0,75% des cas environ est plus grande en valeur absolue que les écarts courants de 3,5%, plus de 16 fois le nombre d'exceptions que l'on pourrait attendre d'une répartition normale des variations du cours. Je répète, il y a 16 fois plus de variations de cours supérieures aux écarts courants de 3,5% que ce à quoi on peut s'attendre dans une répartition normale. Sur la base de 250 jours de cotation par an, une variation du cours des obligations de cette ampleur ou plus grande en valeur absolue se produit en moyenne 2 fois par an au lieu d'une fois tous les 8 ans. La répartition normale offre une image excessivement trompeuse du risque de variation importante de cours. Des variations vraiment très importantes de 4,5% ou plus des écarts courants, celles qui peuvent briser une société utilisant de forts effets de levier,
ne se produisent que 7 fois sur 1 million dans des conditions de répartition normales. Mais il y a 11 variations de ce type dans les 6573 observations quotidiennes de ce tableau. Enfin, il conclut, selon ce critère, une couverture incomplète des chocs moins probables de taux d'intérêt à long terme n'est pas une stratégie de gestion du risque appropriée pour les GSE. Les ratios de capital qui ne sont pas testés contre des événements extrêmes n'atténuent pas de façon adéquate le risque lié au taux d'intérêt encouru par ce type d'institution. Si des pirates de la finance attaquaient brutalement le dollar ou que des terroristes lançaient une attaque nucléaire ou chimique contre les États-Unis, le cours de l'or continuerait à augmenter et d'autres situations d'urgence se produiraient. La dette d'État américaine subirait un choc sévère et quand les GSE rencontreraient un problème, des milliers de milliards de dollars d'obligations pourraient en quelques heures perdre leur liquidité. La Fed ne pourrait même pas arriver à temps pour sauver la situation. Finalement, 60% des banques américaines pourraient s'effondrer. Le marché aux 370 000 milliards de dollars d'instruments dérivés très vulnérables s'écroulera comme des dominos et les marchés financiers mondiaux s'affoleront. Tous les gros risques des marchés des produits financiers dérivés réfractés par les GSE ne sont que la pointe émergée de l'iceberg. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, Un monde différent 2001, décrivait dans un article intitulé « Le penchant pour la dette » le sentiment de prospérité éprouvé par les gens avec tout ce capital fébrile qui circule dans le monde aujourd'hui. Le problème que je vois est que les entreprises ne sont pas acquises avec de l'argent ou des fonds propres. Elles sont acquises par de la dette. Et autant que je le sache, quelqu'un devra un jour rembourser cet argent. L'Empire espagnol a fini par s'effondrer en raison de son penchant dispendieux pour la guerre et la conquête. Je m'inquiète de ce que le monde moderne sera lui-même conquis parce qu'il a développé un penchant dispendieux pour la dette. Alors, quelle est ma recommandation? Pour l'instant, profitez de la fête, ne buvez pas trop et tenez-vous près de la sortie. Dans son livre « Père riche, Père pauvre », Kiyosaki utilise la métaphore d'un casino coloré et bourdonnant où les dollars pariés portent le nom d'argent louche. De la fumée s'élève dans un coin du casino et les gens qui n'ont pas trop bu se redressent et se dirigent calmement vers la petite porte de sortie. Au début, les flammes, c'est-à-dire l'inflation, sont à peine visibles, peu de gens sont au courant. Puis la fumée commence à envahir la salle, les joueurs regardent autour d'eux et certains parlent à voix basse. Le patron du casino, craignant que son établissement ne se vide, se met à crier pour rendre les jeux plus excitants. La plupart des gens reprennent leur place autour des tables, alors que les petites flammes deviennent grandes et que les gens s'agitent. Certains se mettent à courir, beaucoup restent perplexes. Le patron crie que les flammes sont normales, qu'elles peuvent même stimuler les secteurs des casinos, et que tout est sous contrôle. Cependant, de plus en plus de gens se pressent vers la sortie. À ce moment, le plus angoissant, ce sont les cris. Lorsqu'une catastrophe survient, chacun cherche sa propre échappatoire. Selon Kiyosaki, la sortie de secours du casino en flammes est l'or et l'argent. Dans l'article « Parier sur l'or, pas sur la monnaie de singe », il fait remarquer « Mon pari est que l'or est bon marché, et que son cours se corrigera à mesure que le pétrole augmentera et que des pays comme la Russie, le Venezuela, les pays arabes et l'Afrique deviendront plus réticents à accepter des dollars américains. Cela fait déjà un moment que l'on nous permet de payer les biens et services des autres pays avec de la monnaie de singe, mais le monde semble de moins en moins prêt à l'accepter en paiement. Ma stratégie reste la même qu'elle a été pendant des années. Je parie sur la monnaie authentique, c'est-à-dire l'or et l'argent. Je continue également à emprunter de la monnaie de singe pour acheter de l'immobilier. Maintenant, vous savez pourquoi j'achète plus d'or et d'argent à chaque fois que leur cours baisse dans l'environnement économique actuel. Quel investisseur intelligent ne dépenserait-il pas joyeusement de la monnaie de singe pour acheter de la monnaie authentique ?